OK. On est bon. Donc, tissu sanguin. Le tissu sanguin, c'est un liquide qui irrigue l'ensemble de toutes les cellules de l'organisme. Et c'est un tissu qui est composé de cellules et d'une matrice qui est une matrice liquide, qui est le plasma qu'on verra tout à l'heure. Donc, cours en 5 parties. On va commencer par les fonctions du tissu sanguin et puis on enchaînera sur sa composition, comment il est formé, de quoi il est constitué et un de ses rôles importants qui est la participation à la coagulation. Alors, le sang, c'est un tissu conjonctif spécialisé, c'est-à-dire qu'il a un rôle très particulier, composé d'une matrice extracellulaire liquide, qu'on appelle le plasma, et d'éléments figurés qu'on appelle les cellules ou les fragments. Pourquoi les éléments figurés? Puisque vous avez des cellules avec un noyau et des fragments qui, eux, ne contiennent pas de noyau. Ce sang, il est véhiculé dans tout l'organisme par les vaisseaux sanguins. En termes de propriétés physico-chimiques, vous voyez qu'il est légèrement plus visqueux que l'eau, qu'il a une température qui tourne aux alentours de 38 degrés, un pH proche du pH physiologique, un poids lourd par rapport au poids global de l'individu, puisqu'on est à 20% du liquide extracellulaire et 8% de la masse corporelle adulte, avec un volume qui tourne de 4 à 5 litres chez la femme et de 5 à 6 litres chez l'homme. Paramètre important, le sang doit avoir, ou il est préférable qu'il ait un volume et une pression osmotique qui soient stables. Parce que pour les grandes généralités, c'est clair pour tout le monde. Donc, les fonctions de ce sang. Il a une fonction de transport. Il transporte les gaz. Les gaz, il y en a énormément, on les verra juste après. Il transporte les nutriments, donc glucides, lipides, protéines. Les hormones, qui sont donc des éléments régulateurs. Et évidemment, il évacue les déchets. Associé à ce rôle de transport, puisqu'il irrigue l'ensemble des organes de l'individu, donc associé à ce rôle de transport, il a un rôle de régulation puisqu'il permet de réguler le pH. Donc, je vous ai montré juste avant qu'il avait un pH de alentours de 7,35 à 7,45, 7,35 à 7,45. Ce pH, il est régulé par les protéines plasmatiques, par le tampon bicarbonate, donc le tampon HCO3- qui est présent dans le sang, et par l'hémoglobine, qui sont toutes des protéines, donc protéines plasmatiques et hémoglobine, qui vont participer à la régulation de ce pH. Et le sang va également réguler la température corporelle, puisqu'en faisant varier son débit, donc s'il va plus ou moins vite, sa teneur en eau et sa pression osmotique, il va pouvoir réguler l'ensemble de la température corporelle qui augmente en cas de fièvre et qui peut diminuer quand le débit sanguin ralentit. Il protège contre les hémorragies, et c'est ce qu'on verra avec l'hémostase, qui est une des grandes fonctions du sang qui permet, lorsqu'il y a une brèche, lorsque du sang peut s'évacuer, de coaguler et de refermer cette brèche. Et puis, il protège contre les maladies. Là, c'est surtout le rôle des cellules, particulièrement des cellules blanches, des cellules leucocytes et des protéines plasmatiques. Et ça, l'inflammation primaire et secondaire, enfin l'inflammation à l'aide des protéines plasmatiques et les défenses immunitaires grâce aux leucocytes, c'est un cours indépendant que vous avez peut-être déjà eu sur l'immunité. Oui? Non? Madame? Oui. Excusez-moi, en fait, le slide, il défile pas. Ah bon? Ah, là, ça vient de défiler. Mais au départ, non, en fait, c'était resté coincé sur le... Alors, attendez, le problème que l'on a, c'est donc que si je suis en plein écran, parce que je m'étais mise en plein écran, on vous entend très mal. Vos slides ne suivent pas votre discours. Ah, je suis désolée, je viens de tomber sur le chat. J'ai dit que j'avais un problème de Zoom. On m'a dit que ça allait aller, mais donc il faut que je reste en écran de cette façon, puisque visiblement, quand je me mets en plein écran, vous ne le voyez pas, c'est ça?
Ok, alors, il faut que vous parliez parce que j'arrive pas, j'ai un problème de Zoom, je l'ai précisé à la scolarité, je n'arrive pas à avoir en même temps mon écran et votre chat, et donc je suis désolée, mais si vous ne me répondez pas, je ne sais pas où j'en suis. Donc, je ne me mets pas en plein écran pour que vous puissiez avoir les infos, je vous ai présenté le plan, je vous ai présenté les propriétés du sang, et je viens de vous présenter les fonctions. Est-ce que vous avez recollé les morceaux? Est-ce que vous voyez où j'en suis? Oui, maintenant, c'est clair. C'est juste qu'en fait, Mieux? quand vous parlez, bah, ça défile Oui. pas. Je pense qu'il va falloir que vous le fassiez en même temps ou quelque chose comme ça. Oui, bah, je vais le faire en même temps, mais j'ai dit à la scolarité, j'ai un problème de Zoom, donc elle m'a recréé un lien, mais visiblement, c'est pas optimal. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On va faire au mieux, vous inquiétez pas. Mais pas de souci. Merci, madame. Je vais essayer d'enlever en plus cette barre pour que vous ayez le plus d'espace, réduire le ruban. Hop, est-ce que vous en voyez encore un peu plus là? Oui, merci. Oui, ok. Donc, ces fonctions, on a donc vu les 3 grandes fonctions, transport, régulation et protection. On va s'intéresser maintenant à la composition du sang. Donc, ça, vous avez déjà dû largement voir ou pratiquer. Un prélèvement de sang se fait par une ponction, donc soit une ponction veineuse si vous faites une prise de sang au niveau du coude, soit du sang capillaire quand vous piquez au niveau d'un lobe d'oreille ou d'un talon. Ça, c'est souvent pour les jeunes enfants, les nouveau-nés. Ou vous pouvez prélever également du sang artériel. C'est un tout petit peu plus compliqué. Ça se passe au niveau du poignet ou de la cuisse. Dans tous les cas, la présence d'un anticoagulant est indispensable. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser un tube à prélèvement, il faudra qu'il y ait de l'EDTA ou un tampon citrate. En tout cas, un composant qui empêche la coagulation trop rapide du sang. Ce sang, une fois qu'il va avoir été prélevé, va être centrifugé et on va obtenir ce type de profil que vous avez ici. Alors du coup, est-ce que vous voyez quand même mon pointeur? Oui. Oui. Oui, on voit. Ok. Donc, vous allez avoir un culot qui va représenter à peu près 45% du sang total qui va être composé d'érythrocytes. On reverra les différents composants juste après. Une couche, ici, une petite couche blanche que vous voyez ici, qui est ce qu'on appelle la couche leucocytaire, qui sur l'ensemble des éléments représente moins de 1%, mais c'est là où on a toutes nos cellules blanches. Leukos, c'est blanc en grec. Et donc nos cellules immunitaires. Et au-dessus, notre fameuse matrice, donc le plasma, qui représente 54% du sang total. Donc les éléments figurés du sang, c'est-à-dire les cellules et les fragments cellulaires, sont représentés ici dans le culot d'érythrocytes et la couche leucocytaire. Hop. Composition du sang. Donc ça, c'est sorti d'un bon bouquin de physiologie et c'est ce que vous retrouverez un peu partout. Ce sang, il est donc composé pour 8% du plasma et des éléments non, pardon. Il représente 8% du poids corporel de l'individu. Il est composé pour moitié de plasma, pour moitié d'éléments figurés. La majorité de ces éléments figurés, ce sont des érythrocytes, donc des cellules rouges. Et ensuite, ces leucocytes qui représentent uniquement la petite couche blanche qu'on a vue précédemment sont subdivisés dans différentes catégories qu'on va voir juste après. Si on s'intéresse à notre plasma, donc le plasma, c'est la matrice extracellulaire, mais elle est aqueuse, cette matrice. Ce n'est pas une matrice solide, c'est une matrice liquide qui contient énormément de substances dissoutes. Et ces substances dissoutes sont ici majoritairement, évidemment, sont dissoutes dans l'eau. Donc, on a 91% d'eau dans notre plasma. On a des protéines et des autres solutés. Si on s'intéresse donc à ces autres solutés et à ces protéines, et surtout à l'eau. L'eau, elle représente donc la majorité de notre plasma. C'est le milieu de suspension, c'est le milieu dans lequel vont être dissoutes nos protéines et nos solutés, et le milieu dans lequel vont baigner nos cellules. Cette eau, elle va servir à absorber et à libérer la chaleur, et elle va aussi également empêcher la déshydratation. Les protéines plasmatiques, elles représentent peu du plasma, puisque vous voyez ici qu'on n'est qu'à 7% de ce plasma, mais elles sont majeures dans leur rôle, puisqu'elles exercent un rôle dans la pression osmotique et elles régulent le volume sanguin. Elles sont toutes, ou presque, synthétisées par le foie. Donc, ce sont des protéines d'origine hépatique.
La plus importante, la plus abondante, celle qu'on connaît, que vous connaissez bien, c'est l'albumine, qui est majoritaire. Cette albumine, elle transporte de nombreuses molécules. Elle a un rôle dans le transport des hormones et le rôle des transports des acides gras. Les acides gras qui vont ensuite composer les lipides. Vous allez ensuite avoir les globulines. Alors, les globulines, c'est des cellules, c'est des protéines. C'est des protéines qui sont produites par des cellules plasmatiques et non pas par le foie. Elles sont issues des lymphocytes B et ces globulines, pour les alpha et les bêta, permettent des transports spécifiques, comme par exemple le transport du fer, le transport des lipides ou des vitamines. Les gamma-globulines, la lettre ici que vous avez en grec, là, c'est un gamma. Les gamma-globulines, elles se seront appelées les anticorps. Elles vont être produites par les cellules B, par les lymphocytes B, et elles vont, comme vous l'entendez souvent en ce moment, être responsables de la réponse immunitaire, donc d'une protection contre les agents infectieux. Autre protéine bien représentée dans le plasma, le fibrinogène, qui représente... excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, je suis de retour, j'étais avec la scole. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que je n'arrive pas à savoir du coup. Non, on ne vous voit pas. Oh là là. Mais on voit le diapo, mais on voit pas... le cours, on voit le diapo. Bon, est-ce qu'on continue comme ça? Et de toute façon, le diaporama, je vous l'enverrai, mais est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que vous avez besoin qu'on refasse autrement? On continue. Non, Oui, c'est bien comme ça. Vous tenez le coup comme ça, je suis vraiment désolée. Hein, bon, alors, on y retourne. On a donc notre plasma, qui est notre matrice extracellulaire dans lesquelles baignent nos cellules. Ce plasma, il est à majorité composé par de l'eau. Cette eau, donc, elle va absorber, libérer la chaleur, donc elle va avoir un rôle de régulation. Et puis, dans ce plasma, dans cette eau, vont baigner des protéines plasmatiques et des solutés. Les protéines plasmatiques, elles sont synthétisées en majorité par le foie. La plus abondante, c'est l'albumine. Cette albumine, elle transporte de nombreuses molécules comme les hormones et les acides gras. Les globulines, vous en avez 3 types, les alpha et les bêta, qui sont... Alors, ces globulines, elles sont produites également par les cellules, les lymphocytes B. Donc, les alpha et la bêta, elles vont transporter des molécules un peu particulières telles que le fer, les lipides ou les vitamines. Et puis, celles que vous connaissez bien et dont on parle beaucoup, ce sont les gamma-globulines. Et ces gamma-globulines, c'est les anticorps. Elles sont responsables de la réponse immunitaire et elles sont synthétisées par les lymphocytes B. Le fibrinogène est une protéine qui a un rôle essentiel dans la coagulation, on le reverra après, et elle est également synthétisée par le foie. Et enfin, les lipoprotéines, dont vous entendrez souvent parler parce que vous le verrez sur les prises de sang, ce sont des protéines qui sont responsables du transport des lipides. On a les fameux HDL et LDL, donc en anglais ça veut dire High Density et Low Density lipoprotéines.
Les high density sont positives pour l'organisme puisqu'elles permettent l'évacuation des lipides, alors que les low density, au contraire, elles envoient les lipides aux cellules et donc elles ne permettent pas leur évacuation. Est-ce que pour les protéines plasmatiques, c'est clair et est-ce que je peux passer aux solutés? Oui. On va dire que oui. Autres solutés, donc vous avez 1,5% des autres solutés qui sont les électrolytes, les nutriments, les gaz, des substances régulatrices et des déchets. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans les rôles du sang. Donc les électrolytes, ce sont tous les sels, tous les ions qui assurent le maintien de la pression osmotique. Vous avez dû faire l'homéostasie et donc toutes les notions de maintien de pression. Et elles sont également, ces électrolytes sont également nécessaires au fonctionnement des cellules. Vous allez avoir besoin de calcium, de potassium, de sodium, de magnésium, de chlore pour faire fonctionner les différentes cellules de l'organisme. Et ces ions seront apportés par le sang. Vous allez ensuite avoir dans votre plasma les nutriments, donc les produits de la digestion, les acides aminés, le glucose, les acides gras, le glycérol. Les gaz, l'oxygène et le CO2. Alors l'oxygène, il va être transporté dans les érythrocytes. Le CO2, au contraire, lui, il est dissous dans le sang. Des substances régulatrices telles que des enzymes, des hormones, des vitamines qui vont être nécessaires à la réalisation des réactions chimiques et tous les produits de la dégradation du métabolisme des protéines. Vous allez retrouver dans les déchets cellulaires de l'urée, de l'acide urique, de la créatine, etc., etc. Donc voilà pour le plasma. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je peux passer à l'élément figuré, aux éléments figurés? Je regarde si sur le chat c'est bon. Le diapo d'avant, s'il vous plaît, madame. Celle-là? Oui. Oui. Je vous les donnerai Merci. en PDF. Hein, D'accord, de toute d'accord. façon. D'accord. Bon, après, vous pouvez prendre des notes, il n'y a aucun souci. Prenez des notes si c'est plus simple pour vous, mais de toute façon, vous aurez le PDF. Et Merci. généralement, mes diapos pour les infirmières sont très remplis parce que comme je sais que tout le monde ne peut pas être là, toutes les infos importantes sont sur les diapos. OK? On passe aux éléments figurés. Donc, pourquoi on appelle ça des éléments figurés? Parce que tous les composants du sang ne sont pas des cellules. Vous allez avoir des cellules que sont les leucocytes avec un joli noyau. Vous allez avoir des cellules que sont les érythrocytes qui, elles, auront perdu leur noyau. Et vous allez avoir des plaquettes qui sont des fragments de cellules. Donc, si on s'intéresse aux premiers éléments figurés, que sont les érythrocytes, quand vous faites un frottis sanguin, donc ici, on a pris une goutte de sang, on l'a étalée sur une lame de verre. Vous avez coupé votre micro? Après lame de verre, on n'a rien entendu. Oui, effectivement, j'ai un micro qui a fait des siennes. Vous me réentendez ou pas là? Oui, c'est parfait. Merci. Bon. Donc, ici, vous avez un frottis sanguin. C'est-à-dire qu'on a pris une goutte de sang, on l'a étalée sur une lame de verre. Et sur cette lame de verre, on voit que la majorité des cellules, la grande majorité des cellules, donc plus de 95%, sont des cellules rouges qu'on appelle des érythrocytes. Érythro en grec, ça veut dire rouge. Cyte, c'est cellules. Et donc, vous voyez qu'on a une majorité de cellules rouges. Cellules rouges que vous avez ici colorées en violet, un GMSA, donc un Grunwald-Gemsa, un MGG, c'est une coloration où le cytoplasme est coloré en violet. Vous voyez qu'ici, il y a l'intérieur de la cellule qui est coloré en violet avec des cellules qui sont sans noyau. Ensuite, vous avez quelques cellules blanches, donc des leucos, ça veut dire blanches, des globules blancs qui sont représentés ici. Vous voyez que vos globules blancs, ils ont un noyau violet foncé, coloré par cette coloration MGG. Donc, vous avez quelques cellules avec un noyau, mais la majorité de vos érythrocytes n'ont pas de noyau. Et puis, vous avez des tout petits éléments, tout petits, que vous avez ici, vous voyez, qui sont des thrombocytes, c'est-à-dire que c'est le nom scientifique de la plaquette. Et ce ne sont pas des cellules, là, ce sont des morceaux de cellules, des fragments de cellules. Donc, vous avez trois types, des cellules avec un noyau, des cellules sans noyau et des morceaux de cellules, comme vous pouvez le voir ici. L'hématopoïèse, en fait, c'est les processus qui permettent à l'organisme et à la moelle osseuse, puisque c'est la moelle osseuse, de créer des cellules souches, des cellules sanguines matures.
Pourquoi on parle d'hématopoïèse? Vous voyez bien que la concentration des érythrocytes et des plaquettes, donc des globules rouges et des plaquettes, elle est constante dans le sang, elle est toujours à peu près de la même quantité et elle est très régulée. C'est-à-dire que quand vous avez une diminution d'un des éléments, il est compensé et il y a une nouvelle synthèse. Et puis la concentration des leucocytes, elle, pour le coup, elle dépend de la présence d'agents pathogènes. En temps normal, vous avez un nombre de leucocytes qui est fixe, ou à peu près régulé, et si en présence d'un agent pathogène, quand on rencontre un virus, là, vous allez avoir une augmentation du nombre de leucocytes. Ces cellules, elles ont donc des capacités à proliférer qui sont quasi nulles, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont produites, elles sont présentes dans le sang. Par contre, elles ne vont pas vivre la même durée. Les globules rouges, ils restent très, très, très longtemps. Vous pouvez avoir des globules rouges qui restent plus de 120 jours dans le sang. Donc, c'est presque 4 mois, donc ça fait beaucoup. Les leucocytes, c'est-à-dire les cellules blanches, c'est de quelques heures quand vous avez un pic d'agents pathogènes et qu'il faut réagir à l'agent, il y a un pic de globules blancs et ça peut aller jusqu'à quelques jours. Et les plaquettes, elles restent jusqu'à 8 à 10 jours. Donc, pour maintenir cette concentration et renouveler les cellules qui ont une durée de vie différente et fixe, il y a un processus qui s'appelle l'hématopoïèse, processus qui permet de proliférer, donc de faire pousser, de multiplier des cellules, et puis de les différencier, c'est-à-dire qu'on part d'une seule et même cellule, qu'on appelle une cellule souche, qui est un progéniteur, et qui va permettre de donner plein de cellules différentes. Cette hématopoïèse, elle a lieu dans la moelle osseuse et vous voyez qu'elle a une production cellulaire qui est très importante puisqu'on peut aller de 11 à 12 cellules par jour. C'est énorme. 10-12, ça vous fait 1000 milliards. Comme je vous le disais, l'hématopoïèse, elle a donc lieu dans la moelle. Alors, c'est pas, attention, vous ne mélangez pas, ce n'est pas la moelle épinière, ce n'est pas la moelle qui vous permet de bouger, de marcher, c'est la moelle osseuse. La moelle osseuse rouge. Cette moelle osseuse rouge, on la retrouve dans les os plats et courts. Donc, par exemple, ici, le sternum, les côtes, les ceintures scapulaires, puisque les épaules et pelviennes, les hanches. Et puis, on la retrouve dans les extrémités proximales des zones longues, c'est-à-dire au bout du fémur et de l'humérus. Quand on doit faire une ponction médulaire, quand on a, dans le cas des greffes de moelle, quand on a besoin de moelle et qu'on a besoin de faire une ponction médulaire, on va les ponctionner dans les têtes de fémur, donc ce qu'on appelle la tête fémorale, ici avec un trocar, pour prélever de la moelle osseuse. Comment ça se passe? Ici, vous avez un grossissement et une coupe, une coloration d'une tête de fémur. Vous voyez que vous avez ici une travée osseuse, donc de l'os, qui est représenté ici. Beaucoup de cellules gras, de cellules de soutien, qui sont des adipocytes, donc des cellules de gras. Et entre ces adipocytes de soutien, donc qui jouent un rôle de protection, vous avez ce qu'on appelle de la moelle osseuse hématopoïétique, c'est-à-dire plein de cellules, des toutes petites cellules, cellules qui vont être capables de produire, de se différencier, de se diviser et de se différencier dans toutes les cellules du sang. C'est ce que vous avez ici. Donc, le stroma médulaire, c'est le fameux tissu de soutien. Donc, c'est nos fameuses cellules graisseuses, plus, donc ici, vos cellules graisseuses, plus vos cellules des cellules qui vont soutenir et qui vont faire une niche, c'est-à-dire entourer les cellules pour qu'elles soient bien chouchoutées, bien protégées et que ces cellules puissent se multiplier, se différencier et pouvoir donner tous les différents types cellulaires du sang, puisqu'ici, là, c'est toutes les cellules que vous pouvez trouver dans le sang, à partir d'une seule cellule qu'on appelle la cellule souche. Donc, pour ce faire, toutes les cellules qui entourent cette cellule souche, ici, vous avez une cellule souche de sang, ici, vous en avez une autre, et ici, vous avez donc des cellules qui l'entourent, ici aussi, et puis des cellules de gras et adipeuses. Et donc, ces cellules vont sécréter ce qu'on appelle des facteurs de croissance pour permettre aux cellules hématopoïétiques de croître, ce qu'on va appeler des cytokines. Donc, à partir d'une cellule souche, donc une cellule qui est toute petite, qui est complètement indifférenciée, qui n'a pas de critères particuliers, qui est localisée bien profondément, bien cachée au sein de la moelle osseuse rouge, on va pouvoir avoir, en fonction des différents facteurs de croissance qui vont être présents, une cellule qui va se diviser d'abord en deux types cellulaires qui vont être un peu différentes. Les deux cellules filles ne vont pas être exactement les mêmes. Vous avez fait la mitose?
Oui. 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 Bon. Donc, une mitose, c'est une mère va donner 2 filles. Sauf que dans le cas présent, une cellule souche qui va se diviser ne va pas forcément donner les 2 filles exactement identiques. Vous allez avoir une cellule qui va permettre la génération de la lignée myéloïde et une cellule qui va permettre la génération de la lignée lymphoïde. Donc ici, notre lignée lymphoïde va donner les lymphocytes T, qui sont donc les thymocytes, les lymphocytes T, et puis les lymphocytes B. Lymphocytes B qui vont être capables de produire quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Les vitamines. Non, c'est pas ça, c'était… Les globules blancs. Ouais, Les leucocytes. non, les anticorps produits par qu'on appelle aussi les gamma-globulines. Donc, les lymphocytes B, ils vont produire les anticorps. Les lymphocytes T, ils vont attaquer directement, ça va être l'acteur qui va attaquer directement l'agent pathogène, le virus. OK? Ça, c'est pour les lymphoïdes. Pour la myéloïde, bah, vous voyez que cette cellule myéloïde, elle va être capable d'aller produire des globules rouges, des plaquettes, et puis plein d'autres cellules blanches que vont être les monocytes et les différents types de granulocytes. Donc, on va voir d'abord nos globules rouges qui sont issus de notre cellule souche myéloïde. D'accord? Donc, les globules rouges, ils sont ici, ou les hématies. C'est une population qui est majoritaire puisque ça représente 5-10 puissance 12 cellules dans 1 litre de sang. Donc, c'est énorme. On a beaucoup de globules rouges. C'est des cellules qui sont en forme de disque. Vous voyez avec 2 creux, donc biconcaves, un creux au-dessus, un creux en dessous quand on le coupe transversal. Ils font 7 à 8 microns de diamètre et que 2 microns d'épaisseur. Ils sont très peu épais. Ce sont des cellules qui sont en fait des sacs de cytoplasme sans noyau et sans autres organites. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans notre sac de cytoplasme, dans notre sac de cellules? Dans notre cellule, il n'y a que de l'hémoglobine. Hémoglobine, qui est une protéine qui va servir au transport de l'oxygène. On va le voir tout de suite après. Ce qui est important dans la membrane de nos globules rouges, puisque l'intérieur de nos globules rouges, ça va être que de l'hémoglobine, ce qui est important, c'est qu'à la surface de cette membrane plasmique, il y a des glycolipides, des lipides glycosylés, qui sont les déterminants des groupes sanguins, c'est-à-dire qui vont permettre de définir le système ABO et le système Rhésus. L'intérieur de notre globule rouge, c'est donc un sac plein de molécules d'hémoglobine. On a jusqu'à 280 millions de molécules d'hémoglobine dans un érythrocyte. J'aurais dû enlever mon S là, pardon. Cette hémoglobine, elle contient des atomes de fer. Vous les voyez ici, mes atomes de fer, ici. Donc, par molécule d'hémoglobine, on en a 4. On a 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta. Et par chaîne alpha ou bêta, on a un noyau de fer. Donc, si on a 4 chaînes, on a 4 noyaux de fer. Noyau de fer qui va être capable d'accrocher l'oxygène. Donc, la fonction de notre hémoglobine qui est accumulée dans nos cellules rouges, nos érythrocytes, c'est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus, donc vers le muscle. Elle transporte également un quart du CO2 des tissus vers les poumons, donc elle élimine. Ces CO2, ils se fixent au niveau des acides aminés de la globine. Et elle régule le débit sanguin, puisqu'elle fixe également du monoxyde d'azote. Et ce monoxyde d'azote permet de réguler le débit sanguin, puisque quand il est libéré, il entraîne la vasodilatation des vaisseaux. Comment se forment les érythrocytes? On a vu tout à l'heure que c'était issu d'une cellule souche myéloïde. Ces érythrocytes, c'est d'abord ce qu'on appelle des érythroblastes, donc des cellules avec un noyau. Une fois qu'ils ont éjecté leur noyau, la cellule élimine le noyau pour avoir encore plus d'hémoglobine à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un réticulocyte, où on a encore quelques traces de mitochondries, de ribosomes, de réticulum endoplasmique. Et une fois que cet réticulocyte a éliminé tous ces organites, donc les mitos, les ribosomes, le RE, ça devient proprement dit un érythrocyte, donc un sac à hémoglobine qui va transporter l'oxygène. Et vous voyez ici sur cette image de frottis qu'on a des érythrocytes bien rouges, bien classiques, plein d'hémoglobine. Et puis on a ici
de réticulocytes qui sont encore avec de la mitochondrie, du ribosome, du RE, et donc encore avec quelques organites colorés en violet foncé. Ces érythrocytes, ça c'est une diapo qui est très très compliquée, vous ne l'apprenez pas par cœur, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'ils restent pendant 120 jours dans la circulation et que quand ils sont fatigués, quand ils sont dégradés, quand ils sont plus bons à rien, ils sont dégradés par le foie et tout est recyclé. Toutes les composants ou la majeure partie des composants de ces érythrocytes va être recyclée et donc réutilisée pour la synthèse de protéines, pour la synthèse d'hémoglobine, pour toutes ces étapes. OK? La valeur d'un érythrocyte, la quantité d'érythrocytes, pardon. Vous avez des valeurs normales et vous allez avoir des valeurs pathologiques. Alors, le nombre normal d'hématies chez l'homme, il est légèrement supérieur à celui de la femme, c'est-à-dire que si c'est 4 à 5 millions par microlitre chez une femme, c'est 4,5 à 5,5 chez un homme. Quand il nous manque des hématies, quand on est en pénurie d'hématies, quand c'est inférieur à la normale, on va parler d'anémie. À l'inverse, quand il y en a beaucoup plus, quand c'est beaucoup plus important, on va parler de polyglobulie. Il y a trop de globules. Une hématocrite. L'hématocrite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'était l'hématocrite? Alors, l'hématocrite, c'est le ratio, c'est-à-dire le rapport du pourcentage des globules rouges sur le total. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a vu le premier tube. Vous vous souvenez le premier tube où je vous ai parlé de 54% de plasma et 45% d'éléments figurés? Eh bien, l'hématocrite, elle était de 45% à ce niveau-là, puisqu'on avait 45% d'éléments rouges culottés au fond de mon tube. Donc, chez l'homme, elle est de 40 à 50. Chez la femme, elle est plus faible. L'hématocrite, c'est bien pour mesurer l'anémie, en fait. En fonction de la pourcentage de globules rouges qu'on a dans le fond de notre tube, on sait si on est plutôt en présence d'anémie ou de polyglobulie. Le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire la quantité d'hémoglobine, donc de protéines pour 100 ml, il est de 14 à 18% chez l'homme et de 12 à 16 chez une femme. Quand on est en dessous des 12 à 16 chez une femme, on va parler d'anémie ferriprive puisqu'on va être en microcytose, ou quand au contraire on est au-dessus, on va être en anémie pernicieuse, on va en avoir de trop. Et un autre paramètre que vous verrez souvent sur vos prises de sang, c'est ce qu'on appelle le volume globulaire moyen. Et ce volume globulaire moyen, il est de 80 à 100 micromètres cubes. Je vous ai parlé juste avant de lipides glycosylés qui sont présents à la surface de nos érythrocytes, sur nos membranes plasmiques. Donc, vous voyez ici représenter le système ABO avec des antigènes de type A, donc des lipides glycosylés de type A sur les cellules rouges, ou de type B, ou les deux associés, ou rien du tout. Le fait qu'il y ait la présence de ces antigènes, donc de ces glycolipides à la surface des érythrocytes, fait qu'il y a en face les anticorps correspondants, c'est-à-dire les anticorps qui représentent des lipides qui ne sont pas là, qui sont absents. Par exemple, je vous explique. Ici, vous avez un globule rouge avec un antigène A, donc un groupe A à la surface. Dans le plasma, on pourra retrouver des anticorps anti-B, puisqu'il connaît le A fait partie du soi, le B n'existe pas. Donc, le plasma développera des anticorps anti-B. Pour les érythrocytes de groupe B, qui présentent l'antigène B à leur surface, ça va être l'inverse. On va avoir des anticorps de type A. Pour le groupe AB, on n'aura aucun anticorps. Donc, on pourra mettre du A ou du B comme sang. Il n'y aura aucun problème. Les deux seront acceptés. À l'inverse, pour le groupe O, qui n'a à sa surface aucun antigène, on pourra le donner à qui on veut. C'est pour ça qu'on parle de donneur universel. Mais il aura dans son plasma des anticorps de type anti-A et des anticorps anti-B. Vous avez illustré ici une méthode ancienne, mais qui représente bien le principe de coagulation, quand on avait besoin avant de détecter le groupe sanguin, de savoir quel groupe sanguin était le sang qui arrivait en laboratoire. On avait
ici, on mettait une goutte de sang qu'on mettait en présence soit d'un sérum d'anticorps anti-A, soit un sérum d'anticorps anti-B, et on arrivait, quand il y avait coagulation, quand il y avait agglutination, ça s'appelle un test d'agglutination, à déterminer le groupe sanguin du sang, puisque quand le sérum anti-A, donc les anticorps anti-A, faisaient agglutiner les globules rouges, on voyait bien qu'on avait ici un globule rouge de type A. Quand le sérum anti-B faisait agglutiner les globules rouges, on avait donc un groupe B. Et quand les deux sérums font agglutiner les globules rouges, on est dans un type AB. Le O, qui ne présente à sa surface ni antigène A ni antigène B, ne coagulera pas avec aucun des deux sérums. Le deuxième système, et puis je ne vais pas vous les faire tous parce qu'il y en a d'autres un peu plus raffinés, mais on va déjà s'intéresser aux deux ABO et Rhésus. Donc le deuxième système, c'est le système Rhésus. Il a été identifié, comme son nom l'indique, chez un singe Rhésus. Et ce système correspond à l'antigène D qui est présent dans 85% de la population occidentale. Est-ce que vous avez des questions concernant les globules rouges? Je vous écoute. Bon, pas de questions? Oui, madame, on se demandait c'était quoi le Rhésus? Le Rhésus, c'est ça? Je n'ai pas entendu. Oui. Alors, le Rhésus, c'est une protéine qui a été identifiée chez un singe Rhésus, et qui est présent à la surface des globules rouges des cellules humaines, que vous avez ici, je recherche ma diapo, voilà, et qui est c'est un antigène en fait, c'est un antigène D, et dans 85% de la population est Rhésus positif, c'est-à-dire présente cet antigène D à la surface. Donc vous avez le A ou le B ou le AB ou rien, et en plus vous avez le D. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que c'est pas assez clair? Ça va. Et quand on est de Rhésus négatif, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Ça veut dire que vous n'avez pas à la surface cet antigène D, exactement. D'accord. Ok, merci. De rien. Je passe au leucocyte ou vous avez d'autres questions? Excusez-moi, juste une petite question. Les réticulocytes, ils sont fabriqués dans les mitochondries, les ribosomes et le réticulum endoplasmique, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Les réticulocytes, ils sont fabriqués comme dans la moelle osseuse, mais ils contiennent des mitochondries, des ribosomes et du réticulum endoplasmique. D'accord, merci. Ça, c'est des organes. Vous avez fait de la biologie cellulaire? Oui. Bon, donc dans la biologie cellulaire, vous avez dû apprendre qu'une cellule était composée d'une membrane et qu'à l'intérieur de cette membrane, vous aviez un noyau pour les cellules eucaryotes et nombreux organites que sont les mitochondries qui, eux, vont fournir l'énergie, le ribosome qui va permettre la traduction des protéines, le réticulum endoplasmique qui va permettre le transport des protéines à travers la cellule. Et donc, un réticulocyte contient encore tout ça. Alors qu'un érythrocyte, il n'a plus rien du tout. Tout ce qu'il a gardé, c'est de l'hémoglobine. OK? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que j'enchaîne sur les globules blancs? On continue. On continue? Oui. OK. Alors, leucocytes, ce sont donc des globules blancs, ce qu'on appelle dans la routine les globules blancs. Ces globules blancs, ils sont des noyaux, donc ils sont nucléés parce qu'ils ont des noyaux. Et ils portent à leur surface, donc dans la membrane plasmique, comme tout à l'heure, les globules rouges portaient des glycolipides, là, ils vont porter des protéines, là, c'est des vraies protéines, ce n'est pas des glycolipides, qui sont les antigènes majeurs d'histocompatibilité. C'est-à-dire que ça va être des marqueurs cellulaires qui vont permettre de définir la compatibilité. Quand on va devoir faire une greffe entre deux individus, on aura besoin de vérifier s'ils sont compatibles. Et cette compatibilité, elle dépend de la présence de ces antigènes. Vous allez avoir des antigènes qui vont être communs et des antigènes qui vont être différents. Quand ils seront communs, on pourra greffer. Quand ils seront différents, on ne pourra pas greffer. Ces globules blancs, ils regroupent plusieurs populations. Et quand on va définir le pourcentage
de chacune des populations, on va faire ce qu'on appelle une formule leucocytaire, ce que vous appelez une NFS, quand vous prescrivez une prise de sang. Donc, il va y avoir une majorité qui va être ce qu'on appelle des granulocytes. Pourquoi on appelle ça des granulocytes? Cytes, c'est toujours pour cellules, hein, vous ne compliquez pas la vie. Ben, ils font partie donc des cellules blanches. Et en fait, ce sont appelés des granulocytes parce qu'ils ont des granules, c'est-à-dire des vésicules dans leur cytoplasme qu'on va pouvoir colorer. Ils ont un noyau qui est polylobé, donc il y a plusieurs lobes, donc ça fait des petits morceaux, et vous allez avoir 3 types de granulocytes. Les granulocytes qu'on va pouvoir colorer en rouge. Donc, quand on va pouvoir les colorer en rouge, on va appeler ça des éosinophiles. Éosino en rouge, en grec, c'est rouge. Vous voyez ici qu'il y a des grosses granulations, c'est très gros, ils sont très très rouges, et on voit quand même, organisé ici, un noyau en 2 lobes. Vous voyez qu'il fait comme un haricot, le noyau, il fait 2 lobes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur l'image de frottis? Ensuite, vous allez avoir des granulocytes basophiles. Basophiles, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont être colorés en violet foncé. Ils sont très basiques, donc ils vont être colorés en violet foncé. Vous voyez ici que votre cellule, elle est très violet foncé, et on a du mal à distinguer les lobes du noyau. Le noyau, il est caché en dessous, on a du mal à le voir parce qu'il est aussi en violet. Et ensuite, la troisième famille, donc les éosinophiles, les basophiles, et la troisième famille, ça va être les neutrophiles. Neutrophiles qui ont en fait du mal à colorer leurs granules, qui sont neutres. Donc, c'est une couleur très pâle, un lilas, donc une couleur violette très, 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 très claire, qui par contre, eux, c'est très particulier. Ils ont plein de lobes de noyaux. Votre noyau, il fait plein de fragments comme plusieurs sphères les unes derrière les autres. Donc, vous voyez qu'on a 2 à 5, ce qu'on appelle des lobes nucléaires. Et donc, c'est ce qu'on appelle les polynucléaires. Donc, vous allez avoir dans vos granulocytes les éosinophiles dont les granules sont rouges, les basophiles dont les granules sont violets très foncés, et les neutrophiles dont on voit très peu les granules, mais qui ont un noyau avec plusieurs lobes qu'on va appeler polynucléaires. À côté de ces granulocytes, vous allez avoir les agranulocytes, ceux qui n'ont pas de granules colorées. On ne voit pas la granulation, on n'arrive pas à la colorer. Ils sont moins nombreux puisque c'est que 25%. Et on a 2 types, les lymphocytes et les monocytes. Alors, les lymphocytes, vous les connaissez, on en parle souvent. C'est des cellules qui vont être responsables de l'immunité, donc soit la production des anticorps, et donc ça va être les lymphocytes B, soit la défense, et ça va être les lymphocytes T. C'est des toutes petites cellules. C'est une des cellules les plus petites. Elle a un noyau rond. Elle est très peu remplie de cytoplasme. Vous voyez que le noyau prend presque toute la place. Et les monocytes, il a un noyau beaucoup plus excentré qui fait la forme d'un rein. Tous les monocytes ont un noyau réniforme, c'est-à-dire en forme de rein. Et il y a quelques petits grains, mais on ne voit pas beaucoup de vésicules, de granules colorées. Et ces monocytes vont donner les macrophages. Macrophages qui vont aussi être des cellules responsables de la défense, de la protection de l'organisme. La fonction des leucocytes, donc on vient de le voir, je m'abstiens sur la diapédèse. La fonction de ces leucocytes, donc les granulocytes et les agranulocytes, elle peut être distinguée de 2 façons. On va surtout s'intéresser à la fonction des leucocytes dans la défense de l'organisme. Elle protège. Ces cellules, elles protègent l'individu. Les 3 granulocytes cités précédemment, qui donc peuvent être soit neutres, donc on rappelle les polynucléaires, soit rouges, soit violets, on fait simple, sont responsables de la phagocytose, c'est-à-dire qu'ils vont réagir très rapidement, ça va être le front de défense immédiat, et ils vont manger les bactéries. Phagocyté, c'est manger, donc ils vont manger les bactéries. Les granulocytes éosinophiles, eux, vont être impliqués dans la libération de substances qui vont participer à l'inflammation et également aux réactions allergiques. Quand vous avez besoin de savoir si quelqu'un est allergique, vous regardez sa dose d'éosinophiles. Et de la même façon, les basophiles vont être aussi des cellules qui vont libérer des substances. Les granulocytes, eux, ils mangent les bactéries, alors que les 2 autres libèrent des molécules, des substances qui vont être responsables des réactions allergiques ou des réactions d'inflammation immédiate.
Les macrophages, donc, qui sont dérivés des monocytes qu'on vient de voir juste avant, eux, ils vont également réaliser de la phagocytose, mais ça va être plus lent. Ils vont phagocyter des microbactéries, des micro-organismes et des déchets. Et les lymphocytes, c'est la réponse immunitaire proprement dite, ce que vous avez déjà dû voir en immunologie, avec les lymphocytes B qui produisent des anticorps et avec les lymphocytes T qui vont avoir ce qu'on appelle une immunité cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui vont reconnaître d'autres cellules, comme par exemple les cellules cancéreuses, et puis des cellules NK qui sont les cellules natural killer qui vont aller tuer les micro-organismes. Est-ce que pour les leucocytes, c'est clair? C'est une synthèse très rapide d'une fonction très large que vous avez probablement, j'espère, vu un peu en immunologie. Il faut que vous reconnaissiez les différents types de cellules blanches et que vous sachiez, quand il y a une variation du taux, quel processus pourrait être perturbé ou impliqué. Est-ce que vous avez des questions sur les leucocytes? Madame, Oui. Pour ma part, je trouve que vous allez un peu vite et du coup, j'ai du mal à suivre. Ah, alors en plus, derrière un écran, c'est pas facile de se réguler. Ok, je vais essayer d'aller plus lentement. En amphi, souvent, je vois comment vous réagissez et je répète et je dis différemment. Là, devant un écran, c'est plus compliqué. Ok, je vais essayer d'aller plus doucement. Oui, et je veux bien que vous repreniez du coup la dernière diapo sur les fonctions des leucocytes. D'accord. Merci. Autre chose ou c'est bon? Excusez-moi, madame. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, en très fait, bien. j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait apprendre certaines choses. Je n'ai pas trop compris. Apprendre. Alors, qu'il faut apprendre à faire quelque chose, très honnêtement, ce n'est pas moi qui fais le sujet. Donc, difficile de vous dire sur quoi vous allez être interrogé parce que je n'ai pas la main sur le sujet et on ne me demande jamais de faire un sujet. Par contre, quand je vous dis que c'est bien que vous connaissiez ces données ou ces informations, c'est surtout pour votre avenir, pour plus tard. C'est-à-dire quand vous allez travailler, si on vous parle de granulose, si on vous parle d'éosinophiles, si vous savez qu'ils sont impliqués dans une réaction allergique ou si vous savez que c'est impliqué dans une défense immunitaire de type anticorps, ça vous servira. Quand je vous dis qu'il faut savoir, c'est plus dans votre futur professionnel. Pour l'examen proprement dit, c'est la responsable Dieu qui construit le sujet à partir de nos cours, nos PowerPoint. Donc, difficile de vous dire ce qui va tomber. Vous comprenez un peu Oui, merci beaucoup. la réponse? Voilà. Donc, est-ce que je peux reprendre pour la fonction des leucocytes ou est-ce que vous avez encore des questions? C'est bon. Par bon contre, ça serait sympa que la personne qui ait son micro ouvert depuis tout à l'heure puisse l'éteindre. Oui, ça, je suis d'accord. Je partage. Merci, c'est gentil. Mais je ne sais pas si quelqu'un a… Apparemment, c'est bon, elle a compris. Merci. Elle a entendu le message? On est bon? Ok, on y retourne? Donc, pour ce qui est de la fonction des leucocytes, vous avez deux familles, les granulocytes et les agranulocytes. Les granulocytes, vous en avez une catégorie qui sont les polynucléaires qui vont phagocyter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être capables de prendre contact avec l'agent pathogène, en l'occurrence une bactérie, et de dévorer, de manger cette bactérie. Vous avez dû voir au lycée la phagocytose. Ça vous rappelle des souvenirs un peu? Oui. Bon, donc il y a les bras, vous savez, il y a des expansions, il y a les bras de la cellule qui se déplient et qui va entourer la bactérie et qui donc va être capable de la digérer. Ensuite, les granulocytes, qu'ils soient rouges ou violets, eux, ils ne vont pas avoir de contact direct avec les agents. Par contre, ils vont libérer des substances, ils vont produire des substances. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas et ils vont participer à l'inflammation en libérant des molécules qui vont contribuer à mettre en place l'inflammation. Ça va être les réactions allergiques, ça va être les réactions contre des parasites, contre des vers. Donc, ça va être des libérations de molécules qui vont participer, de substances qui vont participer à cette inflammation. Quant aux autres cellules que sont les macrophages, donc les macrophages, c'est ceux qui viennent après les monocytes.
D'accord? Quand les monocytes sont activés, c'est-à-dire quand ils rencontrent un micro-organisme pathogène, une bactérie, ce genre de choses, ou un déchet, ils vont aussi, eux, rentrer en contact avec l'élément et le phagocyter, c'est-à-dire le manger. C'est un peu plus long. Les granulocytes neutrophiles vont réagir en premier, les macrophages vont arriver juste après. Et puis, ces macrophages, ils servent aussi à réguler le nombre de cellules quand vous avez un tissu qui doit être régulé en taille. C'est ce que je vous ai mis là, présent à l'état sain. Les lymphocytes, c'est les derniers, c'est vraiment ceux qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Quand vous avez une réponse immunitaire, soit à l'aide d'anticorps, là ce sont les lymphocytes B qui vont produire des anticorps qui vont être dirigés contre des bactéries ou contre certaines protéines, et vous allez avoir des lymphocytes T qui est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, et là c'est ce qu'il va y avoir contre les virus, contre d'autres bactéries comme les cellules cancéreuses. Typiquement, ce qui se passe en ce moment avec le vaccin pour la Covid, vous allez avoir une première dose de vaccin qui va envoyer une protéine, qui est la protéine spike, donc codée par l'ARN messager, et vous allez avoir d'abord un lymphocyte B qui va se rendre compte que la protéine qui se balade, qui a été produite par l'ARN messager, elle n'est pas du soi, elle n'a pas à être là. Et donc, mon lymphocyte B, il va développer un anticorps. D'accord ? Cet anticorps, le problème, c'est qu'il a une durée de vie assez courte. C'est la fameuse gamma-globuline qu'on a vue tout à l'heure. Elle ne dure pas très longtemps. Elle dure jusqu'à 6 mois, mais pas beaucoup plus. Donc, derrière, il y a besoin que des cellules autres, qu'on appelle les cellules T, prennent en mémoire cette protéine qui n'a rien à faire là. C'est pour ça qu'on fait un rappel, où on remet de la protéine. Les anticorps, ils vont à nouveau attaquer la protéine et en même temps, ils vont dire aux cellules B, aux cellules T, donc aux lymphocytes, cette protéine, elle n'a rien à faire là, tu la gardes dans ta mémoire, tu t'en souviens pour que le jour où elle revient, il y ait ce qu'on appelle une immunité cellulaire, c'est-à-dire des cellules T, des T4 ou des T8, qui vont pouvoir attaquer également l'agent pathogène, donc la protéine. Et si la protéine, elle est autour d'un virus, eh bien le virus sera détruit par les cellules. C'est ce qu'on appelle l'immunité cellulaire. Est-ce que c'est un peu plus clair pour entre les deux immunités? Mais ça, vous avez dû le faire en immunologie. Pour moi, c'est plus clair, merci. Bon, bah, j'ai au moins gagné. Si une personne sur 91, c'est plus clair, je n'ai pas perdu mon temps, tant mieux. Donc, et les cellules NK, c'est ce qu'on appelle les natural killers, c'est des cellules qui tuent naturellement et qui sont un peu plus spécifiques des cellules tumorales, de certains micro-organismes. Ça dépend en fait, cette réaction, cette réponse immunitaire, elle dépend de ce que vous avez en face comme agent pathogène. Et c'est souvent un mix de tout ça. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les globules blancs sont responsables de la protection. C'est eux qui font la guerre à l'ensemble de nos agents pathogènes. Maintenant, on va s'intéresser aux thrombocytes. Les thrombocytes, qu'est-ce que c'est? Thrombo, ça veut dire bouchon. Les cytes, c'est cellules. C'est les cellules qui font des bouchons. Les cellules qui font des bouchons, pourquoi elles font des bouchons? Elles font des bouchons quand il y a un trou. Et quand il y a un trou, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, il y a une hémorragie. D'accord? Donc, d'où elles viennent, les cellules? Elles viennent toujours pareil, du progéniteur myéloïde qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait les lymphoïdes qui donnaient que les lymphocytes, les myéloïdes qui faisaient tout le reste, donc les granulos, les cellules rouges et les plaquettes. Donc, le résultat final, c'est les plaquettes, ce que vous avez ici. Ces plaquettes, c'est des petits fragments, ce n'est pas des cellules complètes, c'est des morceaux de cellules. Morceaux de cellules qui sont plutôt sous forme de disques, qui sont tout petits, 2 à 4 microns, qui n'ont pas de noyau, puisque c'est des fragments, et qui ont plein de granules violettes, foncées, denses, recouvertes d'une membrane cellulaire. Donc, vous voyez, quand on fait une coloration de Megron-Walgensa, toujours la même. Ici, on a des cellules. C'est quoi les grosses cellules que j'ai là? Voir si vous vous souvenez. Les hématies. Les globules rouges. Les globules rouges. Exactement, les globules rouges, les hématies. Et puis, vous avez, c'est un gros grossissement, donc vous avez ici des petits fragments qui sont donc les fameuses plaquettes. Cette plaquette, elle vit de 8 à 12 jours et ensuite, elle est détruite par le foie et la rate. Donc, c'est très important. Comme pour les globules rouges, vous allez avoir un cycle de renouvellement, de dégradation. C'est une déchetterie, hein. Vous allez avoir tout un… Ça va être du renouvelable. C'est très développement durable. Vous allez avoir renouvelable, détruit par le foie et la rate et resynthétisé. Ces plaquettes, elles sont issues de ce qu'on appelle la mégacaryopoïèse. Alors, c'est un nom très barbare, très compliqué, qui veut juste dire que
vous allez avoir un progéniteur qui va se différencier, qui va donner ce qu'on appelle une grosse cellule qui est un mégacaryoblaste, qui va donner un mégacaryocyte. Ce mégacaryocyte, il est énorme. Vous voyez qu'il fait 100 à 150 microns. Pour rappel, un lymphocyte, ça fait 7 microns. Donc, on est 20 fois plus gros. Et ce mégacaryocyte, il a un noyau avec plein d'ADN parce qu'il réplique son ADN et il ne divise pas. Il ne fait pas de mitose, cette andouille. Ce n'est pas malin. Enfin, voilà. Il ne fait pas de mitose. Donc, comme il ne fait pas de mitose, il a plusieurs noyaux. Et une fois qu'il a fait trop de mitose et qu'il ne s'est toujours pas divisé, donc il réplique son ADN, mais il ne se divise pas. Donc, il n'y a pas la phase terminale de division de la mitose. Il va se fragmenter en tout petits bouts. Cette fragmentation, c'est ce qu'on va appeler les plaquettes, où on va avoir donc des fragments discoïdes avec plein de granules violets foncés qui vont servir pour la coagulation. Ces thrombocytes, donc ces plaquettes, elles sont très plastiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déformer, elles peuvent se faufiler dans les brèches, et c'est pour ça qu'elles sont capables de coaguler. Elles sont très collantes, très sticky, elles sont adhésives, et elles synthétisent plein de substances chimiques, c'est-à-dire des enzymes, et qui sont impliquées dans les facteurs de la coagulation. La fonction de ces thrombocytes, c'est donc d'assurer l'hémostase. L'hémostase, ça veut dire quoi? Ça veut dire former un thrombus, donc d'abord boucher le trou dans un endothélium vasculaire, c'est-à-dire quand il y a un trou dans un vaisseau, et puis assurer la coagulation pour permettre la fermeture et la réparation de ce vaisseau. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, c'est-à-dire le processus de l'hémostase. Donc là, nous avons vu dans la partie 4 la formation de tous les types cellulaires et éléments figurés du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Est-ce que vous avez des questions sur ces 3 composants avant qu'on passe à l'hémostase proprement dit? Non. Non. Pourquoi j'ai Avril ton micro, s'il te plaît? Acacia, grâce. Alors, je ne comprends pas tout au niveau du chat. Non, ça ne vous était pas destiné, madame. C'est juste que tout à l'heure, on essayait de faire le micro. Ok. J'ai cru qu'il y avait une question. Donc, ok. Donc, est-ce que pour la partie cellule, on est bon? Est-ce que je peux passer à l'hémostase? Oui, c'est bon, merci. Bon, je vais essayer d'aller encore plus doucement parce que je sais que c'est un gros morceau qui n'est pas toujours facile, l'hémostase. De toute façon, si vous avez des questions, vous avez mon mail en début de PowerPoint, donc vous pouvez toujours m'envoyer des questions et puis on essaiera de répondre aux questions à la fin également. Parce que j'ai essayé de faire un cours qui n'était pas trop long pour pouvoir avoir du temps pour les questions, sachant qu'on est en Zoom, c'est jamais évident. Donc, l'hémostase, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs mécanismes physiologiques, comme je vous l'ai indiqué ici, qui permettent d'empêcher une hémorragie, c'est-à-dire que spontanément, le sang ne va pas aller se mettre à couler n'importe où, à arrêter un saignement. Quand il y a eu une lésion, ça va permettre d'arrêter cette liaison, de boucher cette liaison et d'arrêter le saignement. Et puis également de permettre au sang d'être suffisamment fluide pour circuler dans les vaisseaux. Quand l'hémostase, donc quand tout cet équilibre est perturbé, vous pouvez avoir beaucoup de soucis, soit de sang trop fluide qui est trop liquide et qui va provoquer des hémorragies et donc des accidents cardiovasculaires puisque vous allez avoir une hémorragie spontanée. Et quand le sang est trop épais, trop visqueux, trop coagulé, là, pour le coup, vous allez avoir des thromboses, c'est-à-dire un bouchon et donc des cailloux dans le sang et donc des problèmes de coagulation. Donc, c'est un processus qui est très rapide, qui est très régulé parce qu'il faut toujours qu'on soit entre les deux, c'est-à-dire pas trop coagulé, mais pas trop pas coagulé. Donc, c'est vraiment une balance entre l'hémostase primaire, c'est-à-dire que ça coagule et en même temps, ça décoagule avec la fibrinolyse. C'est un équilibre entre les deux. Les acteurs de cet équilibre, ça va être la paroi vasculaire, donc le vaisseau proprement dit, les cellules du vaisseau. Vous avez fait un peu de vaisseau, vous avez vu les cellules endothéliales? Oui. Oui. Ça va être
les plaquettes, les petits fragments qu'on a vus juste avant, les plaquettes, et puis plein de protéines plasmatiques qui vont être impliquées. Vous vous souvenez, je vous ai parlé au tout début, dans le plasma, des protéines plasmatiques produites par le foie. Et typiquement, les deux protéines dont je vous parle ici, le facteur de von Willebrand et le fibrinogène, sont deux protéines synthétisées par le foie et impliquées dans l'hémostase. Et cette hémostase, on va pouvoir distinguer 3 étapes. La primaire, la secondaire et la fibrinolyse, la tertiaire. D'accord? Donc, on va d'abord regarder l'hémostase primaire, à quoi ça correspond. Est-ce que jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Non, c'est bon. Oui? Oui. Ah, mon micro a encore planté une fois là, mais on y va. L'hémostase primaire, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez qu'il y a une lésion de l'endothélium. Ça veut dire quoi? Lésion, ça veut dire qu'il y a une coupure. Endothélium, ça veut dire du vaisseau. Le vaisseau est coupé, est abîmé. Alors, ça peut être par un agent extérieur, quand vous vous coupez avec un ciseau, avec un couteau. Ça peut être un choc. Bon, vous avez donc un vaisseau qui est abîmé. Les muscles lisses qui sont disposés autour de ce vaisseau vont commencer par se contracter. Ils vont se dire, ouh là là, il y a un trou, il y a du sang qui sort, on va se contracter pour empêcher ce sang de sortir. D'accord? Et en même temps qu'il va y avoir contraction des muscles lisses, on va avoir les plaquettes qui vont se regrouper. Donc les plaquettes, c'est les fameux petits éléments figurés, vous savez, les fragments de mégacaryocytes. Et des protéines coagulantes, tout ça, tout ce petit monde va se regrouper par la contraction également du muscle au niveau de la lésion de l'endothélium. Lorsqu'elles vont être recrutées, les plaquettes, elles vont arriver, elles vont rencontrer des protéines, elles vont être activées et à ce moment-là, elles vont faire ce qu'on appelle émettre des pseudopodes, comme vous voyez ici. Donc ici, vous voyez ces plaquettes qui sont activées. Donc les plaquettes, c'est des petits fragments et vous voyez qu'elles sont pleines d'épines, là, pleines de prolongements. Ça, c'est des prolongements de la membrane plasmique qu'on va appeler des pseudopodes. Elles vont émettre des pieds pour essayer de rentrer en contact les unes avec les autres. Elles vont se chercher les unes les autres. Une fois que ces plaquettes elles vont être activées et qu'elles vont être regroupées avec les protéines coagulantes, on va avoir la formation du clou plaquettaire. Ça veut dire quoi la formation du clou plaquettaire? Vous allez d'abord avoir ici un vaisseau. Et donc, les représenter ici en carré, ce qu'on appelle les cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'intérieur du vaisseau. Ce vaisseau, vous imaginez ici où il y a ma flèche, des muscles qui l'a donc resserré, qui l'a contracté. Donc, ça a regroupé à un endroit des plaquettes, ici représentées en rose. Ces plaquettes, elles vont reconnaître à la surface du collagène qui est démasqué. Donc ici, on a des cellules. Les cellules, elles sont abîmées. Comme elles sont abîmées, il y a une brèche. Il y a des endroits où il n'y a plus de cellules. Et donc, il y a du collagène, de la matrice extracellulaire. Ce collagène, il va avoir à sa surface la protéine qu'on appelle le von Willebrand, qui est de la protéine plasmatique, dont on a parlé juste avant ici. Donc, cette protéine plasmatique, elle va se coller à mon collagène et elle va recruter, elle va attraper des plaquettes, puisqu'à la surface de mes plaquettes, j'ai du récepteur au von Willebrand. Donc, les plaquettes vont aller coller le collagène. C'est ce qu'on a indiqué ici, adhésion des plaquettes au collagène, qui va être, cette adhésion, réalisée grâce au facteur de von Willebrand. Une fois que ces plaquettes vont être collées via le von Willebrand, elles vont changer de forme, elles vont émettre les fameux pseudopodes que je vous ai montrés juste avant, et elles vont agréger, c'est-à-dire qu'elles vont coller les unes aux autres. Elles vont recruter les copines. C'est ce que vous voyez ici. Elles vont s'agréger et regrouper les copines en libérant des granules. Elles vont sécréter de l'ADP, du thromboxane, et elles vont sécréter plein de molécules qui vont attirer les autres plaquettes. Donc, vous allez avoir une adhésion, vous allez avoir une activation qui va entraîner une agrégation. Donc, ça se colle, c'est l'adhésion, ça active, et cette activation, ici, vous allez avoir, par exemple, ici, les récepteurs verts, va permettre, cette activation va permettre d'agréger, de regrouper toutes les copines entre elles via ce qu'on appelle des ponts de fibrinogène. Donc, je vous ai parlé du von Willebrand, synthétisé par le foie, et du fibrinogène qui va faire le lien entre les différentes plaquettes
en présence de calcium. On va avoir des plaquettes qui vont être rendues toutes collantes les unes aux autres, qui vont être accrochées les unes aux autres par des fonds fibrinogènes, et on va avoir ce qu'on appelle le clou plaquettaire ou le thrombus blanc. Pourquoi c'est blanc? Parce que mes plaquettes, elles ne sont pas rouges, elles ne sont pas colorées. C'est des petits sacs, mais elles n'ont pas de couleur. D'accord? Donc, on va avoir un thrombus. Thrombus, c'est pour le clou. L'amas, c'est un amas plaquettaire blanc. Ça va être la première étape de l'hémostase qu'on appelle l'hémostase primaire. Une fois que ce clou plaquettaire il est formé, on va avoir la deuxième étape de l'hémostase, la secondaire, qui s'appelle la coagulation. La coagulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clou qui s'est fabriqué là, il est très fragile. C'est une coagulation, une hémostase primaire blanche, très fragile et qu'il faut consolider. Comment ils vont consolider ce clou plaquettaire? Eh bien, ils vont former un caillot et ce caillot, il va être formé de filaments de fibrine. Donc là, il y a eu le von Willebrand, il y a eu le fibrinogène et maintenant, il y a la fibrine qui va former des filaments. Filaments, donc ce réseau que vous voyez ici, c'est comme un filet de pêche et dans ce filet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les globules rouges qui sont nombreux dans le sang, ils vont se retrouver emprisonnés, ils vont être bloqués. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un thrombus rouge. Vous voyez ici un filament de fibrine, en gros grossissement, donc là en violet clair. Filament de fibrine qui a fait comme des mailles de filet dans lequel se sont bloqués. Vous voyez ici un globule rouge qui se coince, qui se bloque. Ici un autre dans la maille du filet violet de fibrine. Et on va avoir notre fameux thrombus rouge. Une fois que ce thrombus rouge il a lieu, on va avoir de nombreuses réactions enzymatiques. Donc, vous n'allez pas apprendre toutes les réactions enzymatiques par cœur, ce n'est pas important, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a plein de facteurs plasmatiques qui entrent en jeu, avec des facteurs de coagulation qui sont représentés ici, qui vont permettre à la prothrombine, qui va donc être une première protéine, de se transformer en thrombine. Thrombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine soluble, qui va ensuite, donc ici vous allez avoir le complexe prothrombinase qui va permettre de transformer la prothrombine en thrombine. Donc, 1, complexe prothrombinase, 2, prothrombine, thrombine. Cette thrombine, donc ces facteurs de coagulation, va permettre de transformer un fibrinogène en fibrine. Et cette fibrine qui était soluble va rencontrer un autre facteur de coagulation qu'on appelle le facteur 13 qui va devenir de la fibrine insoluble. La fibrine insoluble, c'est les fameux filets violets que vous avez ici qui va permettre de former le caillot rouge, le caillot solide. Donc, tous ces facteurs de coagulation, c'est les fameux facteurs qu'on appelle le facteur 8, le facteur 9, le facteur 11. Ce sont tous des facteurs qui sont impliqués dans la coagulation, qui sont synthétisés par le foie, qui, quand ils sont absents, posent des problèmes de pathologie. Par exemple, le facteur 8 est le responsable de l'hémophilie. Et c'est l'ensemble de ces facteurs, donc vous en avez de nombreux, ils sont tous indiqués en chiffres romains, et c'est l'ensemble de ces facteurs qui va permettre la coagulation la coagulation et la formation de notre caillot et la fermeture de la brèche. Une fois que le caillot il est formé, il va y avoir la consolidation du réseau et les bords du vaisseau qui vont se rapprocher. D'accord? Qui vont se rapprocher et quand ils vont se rapprocher, il va falloir éliminer les fameux polymères de fibrine. La fibrine qui était formée, il faut qu'elle soit éliminée et le vaisseau va pouvoir ensuite se réparer. Cette hémostase qui donc a eu lieu, qui a été l'hémostase primaire avec le clou plaquettaire, l'hémostase secondaire avec la formation du caillot, il faut qu'ensuite elle soit éliminée. Le caillot, il ne peut pas rester en place. Et puis cette hémostase, donc ce caillot, il faut aussi qu'elle ait lieu quand il y a des caillots qui se forment et qui n'ont rien à faire là. On ne veut pas qu'il y ait de thrombus qui se forment dans les vaisseaux, sinon ça va boucher, ça va faire de l'embolie, ça va faire des accidents cardiovasculaires et donc on ne peut pas garder des cailloux comme ça, des caillots formés au sein d'un vaisseau. Pour ça, il faut que cette fibrine, donc le fameux filet violet que je vous ai montré tout à l'heure, soit dégradée grâce à une molécule qu'on appelle la plasmine. Quand il y a un déséquilibre de la coagulation, quand la coagulation elle est trop forte, on va avoir ce qu'on appelle des thromboses ou des embolies, quand ça se passe au niveau des poumons.
Et on va se rendre compte dans ces cas-là qu'on va avoir des vaisseaux qui vont se boucher. Quand la coagulation elle est trop faible, au contraire, on va avoir des hémorragies. Donc, on va avoir des vaisseaux qui vont lâcher et on va avoir des hémorragies cérébrales, c'est-à-dire, ou non d'ailleurs, des hémorragies, c'est-à-dire du sang qui va être libéré en dehors des vaisseaux. Ici, vous avez illustré un thrombus, c'est-à-dire un caillot qui s'est formé dans un vaisseau. Donc, les cellules endothéliales, elles sont ici. Vous avez ici des cellules rouges, ici des cellules blanches, ici des plaquettes. Et vous voyez un gros amas de plaquettes qui est caractérisé, donc qui caractérise un thrombus. Ce thrombus, il va être dégradé par la plasmine. Et comment on va se rendre compte qu'on a eu un thrombus dans un vaisseau? Ben, en fait, la fibrine, quand elle est dégradée par la plasmine, elle fait des produits de dégradation qu'on appelle des PDF. Donc, je sais que vous, les PDF, c'est autre chose pour vous, mais là, en l'occurrence, les PDF, c'est les produits de dégradation de la fibrine. Produits de dégradation de la fibrine qu'on peut doser dans le sang. Donc, quand on a une suspicion de thrombose, d'embolie, on va doser dans la prise de sang du patient ou de la patiente les PDF pour savoir si on a eu ou non un thrombus, donc un caillou qui s'est formé et qui a été plus ou moins bien dégradé par le système de la plasmine. D'accord? Tout ça, c'est régulé grâce à un grand système qui est des facteurs de coagulation ou des facteurs d'agrégation qui sont soit actifs, soit inactifs. Donc, à chaque fois, vous allez travailler sur de la coagulation. Vous aurez des facteurs en chiffre romain, soit juste le chiffre romain, soit avec le petit a à côté. Le petit a à côté, ça va signifier qu'il est activé, c'est-à-dire qu'il peut jouer son rôle. Quand on a besoin qu'il joue son rôle, il va être activé par le système. Et là, à ce moment-là, il pourra jouer son rôle, c'est-à-dire en l'occurrence ici, par exemple, transformer la fibrine soluble en insoluble. Ou ici, transformer la prothrombine en thrombine. Là, il va être activé. Donc, quand on a besoin que joue son rôle, le facteur de coagulation va être activé. Donc, il va être sous la forme A. Quand on n'a pas besoin de lui, eh ben, on va le laisser sous sa forme inactive. Comme ça, il sera là au cas où. S'il y a besoin, il est présent, mais il reste à l'état inactif. Là, de la même façon, la plasmine, c'est l'état actif qui va permettre de dégrader la fibrine. Quand on n'a pas besoin de plasmine, on va le laisser sous l'état de plasminogène, c'est-à-dire qu'à l'état libre, elle sera inactive. Elle ne pourra pas faire son rôle. Il faudra qu'il y ait un facteur qui dise au plasminogène « tu deviens actif » pour que cette plasmine puisse dégrader la fibrine. Donc, c'est tout un ensemble d'événements, une cascade d'événements où vous allez avoir des facteurs actifs, des facteurs inactifs. Et c'est l'équilibre de tous ces facteurs qui va assurer une régulation entre la coagulation et la fibrinolyse. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde, cette fameuse hémostase? Excusez-moi. Oui. Oui, sur un bilan sanguin, admettons, Oui. TP, TCA, c'est bien ça dont vous parlez? C'est aussi, alors TT, TCA, c'est d'autres. Je vous ai pas, alors j'ai été un peu simple sur la coagulation, mais effectivement, les deux facteurs TT et TTA, ce sont deux paramètres qui évaluent la coagulation et l'état de coagulation du prélèvement, oui. D'accord, ok, très bien. Tu as tout à fait raison. Il n'y a évidemment pas que les PDF. Je vous ai mis les PDF parce que c'était facile à illustrer. Je pourrais compléter le cours avec d'autres éléments d'évaluation de la coagulation, mais je pense que, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes bien en première année? Oui. Et je pense que la suite des paramètres pour caractériser un problème de coagulation, vous allez les voir dans les années suivantes. Ce qui est bien, c'est que vous ayez à l'esprit la partie vraiment physiologique et base fondamentale qui est l'état inactif ou actif d'un facteur de coagulation et le fait qu'on peut coaguler et décoaguler. J'aime pas le terme, c'est de la fibrinolyse. Mais ça veut dire que c'est un équilibre entre les deux. Ça, il faut vraiment que vous ayez bien compris. Okay. Mais effectivement, quand sur une prise de sang, vous avez TT et TTA, c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Merci. Et j'ai essayé de vous remettre ici une image. Enfin non, c'est un peu plus qu'une image, une illustration de ce que vous allez rencontrer quasi tous les jours quand vous ferez des prises de sang, qui est ce qu'on appelle un hémogramme. Donc, un hémogramme, c'est la représentation numérique de l'ensemble des composants du sang. Donc, vous avez ici l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le rapport entre les cellules rouges et tout le reste. C'est ce qu'on a vu au tout début avec, vous savez, mon tube à essai avec un culot rouge et puis le plasma au-dessus. Vous allez avoir des fois une numération des réticulocytes. Ça peut montrer que votre globule rouge, il est tout le temps en renouvellement et donc il a son précurseur, donc celui qui avait des mitochondries, des ribosomes
qui est là, et donc il y a aussi une perturbation de la synthèse des globules rouges. Et puis, vous allez avoir une NFS. Donc, la NFS, c'est une numération et une formulation. Numération, ça veut dire le nombre, et formulation, ça veut dire le pourcentage des éléments du sang. Et donc, vous allez avoir les différentes populations, donc la formule des différentes sous-populations. Donc, vous allez avoir la quantité des globules rouges. Donc, j'ai essayé de vous remettre des valeurs normales. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de les apprendre par cœur. De toute façon, vous allez tellement les voir souvent que vous finirez par les connaître. Vous saurez que vos globulants vont devoir être entre 4000 et 10 000. Vous saurez que vos plaquettes, vous devez être entre 150 000 et 400 000. Et vous avez ici illustré toutes les catégories d'éléments du sang, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et la formule des globules blancs, c'est-à-dire la différente répartition des différentes populations, les neutrophiles, éosinophiles, basophiles. Maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Les lymphocytes, si vous êtes au-dessus de 5000, généralement, c'est qu'il y a une infection dans l'air, et les monocytes. Et puis ici, représenté sur ce frottis, pas mal de la population des cellules. Donc ici, vous avez alors, les globules rouges, d'accord, avec ici le creux en blanc qui représente la concavité du disque. Les petits tout petits qui sont les plaquettes. Et puis après, vous avez pas mal de globules blancs. Vous avez ici des lymphocytes, petites cellules de 6 à 7 microns de diamètre avec un gros noyau. Les monocytes avec le noyau en forme de rein. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, le noyau qui était en forme de rein. Les polynucléaires que vous allez retrouver ici, donc les neutrophiles avec un noyau plurilobé, vous en avez deux, un ici et un ici. Les éosinophiles avec mes couleurs rouges de granules, mes basophiles avec mes granules très très violettes, et il nous manque donc les neutrophiles qu'on n'a pas ici représentés. Pour le reste, vous avez l'ensemble des cellules sur ce frottis. Je vous remercie. J'avais prévu 1h30 de cours, donc je suis dans les temps. Je réponds à vos questions, si questions il y a sur le sang. Je vous illustre ici la dernière diapo avec les déséquilibres. Alors, perturbation des globules rouges, quand il n'y en a pas assez, on est en anémie. Quand il y en a trop, on est en polyglobulie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les globules blancs, quand il n'y en a pas assez, on est en leucopénie. Leuco, c'est blanc, pénie, c'est il en manque. Et les plaquettes, thrombopénie. Quand on est en excès, les plaquettes, on risque une thrombocytose, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des thromboses, de la coagulation non voulue. Pour les globules blancs, quand on a trop de globules blancs, on a généralement, ça caractérise généralement une leucémie ou un lymphome. Donc, soit on est dans des ranges qui correspondent à une infection. OK, on a des globules blancs parce que notre organisme a réagi et parce qu'il s'est défendu. Et là, tout va bien. Soit on est dans des mesures qui restent très longtemps et qui sont très, très, très élevées. Et là, on a une perturbation de la production. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué l'hématopoïèse. Si la moelle se met à proliférer d'un seul coup, à produire plein de globules blancs alors qu'on ne lui a pas demandé, on a un processus on est dans le cadre d'une leucémie ou d'un lymphome. Donc, les causes de ces déficits, c'est souvent une maladie génétique. Ça peut également être un défaut d'hémoglobine ou des infections virales, dans le cas de leucopénie, ou des carences vitaminiques ou fer quand on a des anémies. Et dans ces cas-là, on compense avec des vitamines ou du fer et on arrive à compenser l'anémie. Une leucopénie, quand l'infection virale est terminée, généralement les globules blancs reviennent à leur place. Et une thrombopénie, on peut gérer ça en stimulant les plaquettes. Dans le cas des excès, ça peut être dû à des types cancers, pour ce qui est des leucémies ou des lymphomes. Et pour la thrombocytose, on va traiter avec des anticoagulants, de l'aspirine, des agents thrombolytiques pour essayer de limiter la formation des caillots. Est-ce que vous avez des questions sur tout le cours sur le sang? J'ai été trop vite, j'ai bien entendu.